Eh bien, bienvenue à toutes et à tous qui nous voyez, nous visionnez, nous suivez. Bienvenue dans cette émission Abracadabra. Abracadabra, c'est une émission projet qui a pour objectif et vocation de générer des ressources pour vos projets, pour les porteurs et pour toutes celles et tous ceux qui sont en lien avec vous. Pour la petite histoire, Abracadabra, évidemment, quand le nom a été choisi, est d'abord l'idée de la magie. Évidemment, on pense à Merlin l'Enchanteur, on pense à tout. Mais dans la petite histoire, le lendemain du choix de ce nom, j'ai découvert par la magie des réseaux sociaux et peut-être de l'algorithme qui nous écoute, un rabbin qui parlait du nom d'Abracadabra. Et en fait, ça vient de manière hébraïque dans l'origine de Abra, qui est la création liée à l'esprit, et Kadabra ou Kdabra, qui est par la parole qui vient du cœur. Et donc, cette émission, au-delà d'être dans la magie, fait le lien entre l'esprit et le cœur, la création par la parole. Et c'est donc aujourd'hui avec grande joie que je souhaite inviter et présenter Steve Ambiel. Bonjour, merci de nous Bonjour rejoindre. Cédric. Tu es un expert comptable qui a une expérience de plus de 10 ans là-dedans. Tu es un expert comptable pas comme les autres. Je sais que tu donnes différents noms, différentes connotations dans cette fonction, mais tu as principalement l'intention de changer le rapport à ce qui fait la véritable valeur d'une entreprise. Tu es aussi slammer, donc un côté artiste, et tu organises des événements en entreprise pour relier spiritualité et monde économique. Je sens qu'on va avoir pas mal de choses à échanger ce matin. Merci d'être là. Merci pour Et ton accueil. merci. Et évidemment, Cédric Kessler, le partenaire de l'émission, qui nous accueille sur son plateau, donc le fondateur, dirigeant de Easymara. Bonjour Cédric, merci à toi de Oui, nous accueillir. bah avec grand plaisir. Et puis je vois qu'en plus il y a la baguette magique qui est là. Même si je remarque que cette baguette magique, elle est, en termes d'accessoires, Merlin en avait une un peu plus brillante. Eh ben, on est au début. Hein. On est au début de l'émission. J'imagine qu'à la fin, on aura un grand sceptre. Ouais, ça fait petite branche là. Mais bon, pour ceux qui verront la vidéo. Je reviens tout de suite sur la présentation, enfin sur la notion partagée dans comment tu vois le monde de l'expertise comptable. Et tu partages que le rapport, la véritable valeur d'une entreprise, pour toi, c'est quoi? Alors c'est une bonne question. Effectivement, la comptabilité, c'est une science qui permet de traduire des flux financiers, ce qui rentre, ce qui sort dans une entreprise. Mais ça reste juste des flux financiers. Aujourd'hui, on sait que l'argent, c'est rien d'autre que de l'énergie, entrante, sortante. Et il n'y a pas que ça, en fait, pour mesurer l'énergie qui circule dans une entreprise. Et donc, ce qui fait sa véritable valeur et ce qui contribue finalement à sa performance financière et non financière. Donc, oui, c'est exactement ça. Je pense que pour avoir une vraie idée de ce qui fait la valeur d'une entreprise, il faut creuser au-delà de la comptabilité. La comptabilité donne une première réponse et après, on en a d'autres à trouver. Et est-ce que du coup, dans tes quêtes, est-ce que tu as trouvé justement certains éléments qui peuvent un peu matérialiser cette autre valeur de l'entreprise? On parle de l'argent, mais à côté. Bien sûr. Ben, en fait, ça commence à se développer maintenant, les mesures extra-financières, notamment par les démarches RSE et tout ça. Et très souvent, c'est catégorisé en 3 rubriques. La partie financière, donc qui est évaluée par voilà, notre métier d'expert comptable notamment. La partie écologique, où là, on va plutôt parler de l'impact de l'entreprise sur le monde qui l'entoure. Et aussi, bien sûr, l'impact humain par rapport aux humains qui y travaillent, collaborateurs, dirigeants et aussi tous les partenaires, toutes les parties prenantes en fait de l'entreprise. Et donc, quand tu commences à creuser à travers ces 3 bulles, forcément, on découvre plein de choses en fait. On découvre tout ce qui peut se matérialiser au quotidien dans une entreprise à travers la réaction des personnes qui y travaillent, à travers l'énergie qu'on peut trouver dans un lieu, à travers tout. Voilà. Il suffit de regarder, de sentir et ensuite de questionner, d'observer, comme tu le dis souvent. Et on voit beaucoup de choses, que ce soit... enfin, on voit beaucoup de choses dans la dualité. Aussi bien la richesse que parfois la souffrance ou les nœuds énergétiques qu'on peut trouver dans une structure et qui expliquent parfois des situations difficiles. Hmm. Moi je me demande, une petite question, est-ce que tu as déjà vu des trucs où sur le côté financier, l'argent, ça marchait nickel,
Mais quand tu regardes les autres lieux d'énergie, comme tu l'évoques, en fait, non, ça marche pas nickel. Et derrière, ça va se casser la binette, quoi. Bah, c'est exactement ça. Et des fois, tu as des entreprises qui fonctionnent très bien. Alors, je pense notamment aux entreprises dans lesquelles tu as eu des transmissions de père en fils, par exemple, où le fils a récupéré le bébé, mais en fait, il s'est dit, bah, je le récupère parce que c'est un héritage familial. Et il supporte en fait toute une chape de plomb d'une entreprise qui fonctionne très bien, qui fait son bon chiffre d'affaires annuel, son bon résultat, mais où tu sens en fait que l'entreprise, elle est en train de se vider de sa substance en fait, parce que c'est plus porté, parce qu'il y a un désalignement en fait entre le projet, je pense qu'on en parlera, comme tu l'évoques souvent Cédric, le projet n'est plus au centre en fait, et donc il y a un désalignement de celui qui est censé le porter et de tous les autres qui y travaillent. Donc c'est important de questionner, parce que si tu te limites juste à la discussion de bilan, bah, tu vois que la partie financière est OK sous tout rapport, mais comme il y a un nœud en fait énergétique et que bah, le projet n'est plus au centre, ou qu'il est pas pleinement incarné, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés. Voilà. Soit des difficultés de turnover, soit des difficultés de litige avec des partenaires, avec des salariés. Mais à un moment donné, forcément, ça va se matérialiser. Et il faut pouvoir prendre tout ça en amont. Parce que bah, après, effectivement, il y a une résultante financière, mais qui peut venir bien après, en fait. Et justement, quand tu parles d'alignement et de désalignement, comment toi, en tant que dirigeant d'entreprise et donc porteur du projet, comment tu peux l'observer? Comment tu sais si oui ou non tu es aligné? Est-ce que tu as des exemples concrets que tu peux partager sur ton expérience d'alignement et ou de désalignement, et comment revenir à ça? Bien sûr. Ben, j'aime à croire, en fait, que, que tout se passe dans la frontière qu'on imagine entre ce qu'est un enfant et un adulte. Mhm. Voilà, on a souvent tendance à dire qu'un adulte, ça reste un enfant avec des responsabilités. Mais je trouve que cette définition, des fois, elle est un peu galvaudée. Parce que l'adulte, il a effectivement des responsabilités matérielles par rapport à un enfant. Mais la première responsabilité que nous, on a en tant qu'être humain, c'est quand même de rester aligné à notre âme, à notre essence, à ce qu'on est véritablement. Et ça, c'est notre plus grande responsabilité. Et l'enfant, il le sait. Il porte cette responsabilité parce qu'il est naturellement connecté. Sauf qu'avec le temps, quand on commence à avoir notre responsabilité d'adulte dans la matrice qu'on connaît, ben on a tendance à rejeter cette responsabilité. Ce qui veut dire qu'on arrive à une forme d'ironie où l'adulte est devenu un enfant irresponsable. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est ça qui compte, c'est d'être conscient déjà de soi, de ses besoins, et de se poser régulièrement des questions. Donc, on parlait d'indicateurs comptables. C'est là où toute la création d'indicateurs extra-financiers prend son sens. Si tu te questionnes, en fait, et que tu te donnes une simple note de 1 à 5 chaque mois sur est-ce que je prends du plaisir à venir dans ma propre entreprise? Oui, non. Eh ben, on serait surpris de poser la question en toute vulnérabilité et authenticité à certains dirigeants. Je pense que beaucoup d'entre eux diraient oui, mais. Oui, mais j'ai l'impression que je me suis créé une petite prison quand même. J'ai l'impression que ça me fait plus vibrer comme avant. J'ai l'impression que j'ai perdu cette petite flamme que j'avais quand j'ai créé la structure, parce que j'avais peut-être mis une finalité et que petit à petit, là, avec le quotidien, l'opérationnel, je suis en train de m'en éloigner. Et donc, si la note, c'est 4, puis 3, tu te dis tu peux réinverser le truc. Mais si tu te poses même pas la question, tu es sur une pente glissante où tu arrives sur un 2, sur un 1. Et là, ça devient très compliqué, en fait, quand tu portes plus la flamme, de porter toutes les responsabilités de l'entreprise et puis d'avoir envie de la développer. Donc, il y a cette question qu'on peut se poser. Il y a la question aussi de est-ce que c'est juste? Est-ce que je ressens un bon équilibre entre ce que j'en tire, alors financièrement ou humainement, tout, et ce que j'engage au quotidien? Là aussi, des fois, il y a souvent des gros déséquilibres. Donc ça, c'est des petits indicateurs qu'on peut mettre en place très facilement soi-même. Et ça nous en dit beaucoup déjà. Mais quand tu es en entreprise, quand tu étais là pour faire les bilans, comptes de résultats, les analyses, etc., Ouais. tu poses cette question au chef d'entreprise en face de toi. Et sinon, votre plaisir, vous en êtes où? Votre âme d'enfant? Ouais. Non, vraiment, tu abordes ces sujets? Ouais, souvent, ouais, bien sûr. Souvent, alors on n'attend pas la fin de l'année. En général, dans nos mieux. missions, on demande quand même à ce qu'il y ait des entretiens réguliers Ouais. au courant de l'année pour prendre le pouls de l'entreprise.
mais aussi pour prendre le pouls du porteur de cette vision. Parce que si on voit en fait que lui, il est déjà au troisième sous-sol, on n'a pas trop envie de voir la tête du bilan. Ouais. À la fin de l'année, on se dit, il y a peut-être des choses à faire. Et nous, on n'a pas nécessairement toujours la compétence d'actionner les bons leviers quand on constate des choses. Mais par contre, on peut mettre en rapport avec des gens qui sont plus compétents en la matière. Et oui, c'est des questions qui sont essentielles. Après, quand on partage un bon lien de confiance, en général, ce sont eux-mêmes qui font des confidences. Et puis, après, il suffit de gratter un petit peu, quoi. C'est vrai. Moi, je crois que je fais des confidences à mon expert comptable en vrai. Ah oui? Ouais, je crois que c'est moitié psy, moitié expert comptable. Quand même. C'est un double casquette, à minima. À minima, la double Petit bisou au casquette. passage. Et du coup, je sais que tu as fait un peu de la recherche, de la R&D dans ton univers, et qui est lié à ce bilan. Et Ouais. tu as intégré un petit peu le côté immatériel de ce que tu nous partages là, en parlant de bilan extra-financier. Je me souviens la première fois que tu m'as évoqué bilan extra-financier, j'ai tiré une drôle de gueule, que peut-être je refais encore. Mais je me questionne sur en fait, la démarche. Comment cette idée t'est venue, et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Comment dans tes quêtes, de nouveau, avec ton bâton de magicien quelque part, tu es allé développer un outil en émergence qui s'appelle le bilan extra-financier. Alors, effectivement, ça date de 2017, si je dis pas de bêtises. J'avais commencé à adhérer à une association qui s'appelle iBoycott. Et cette association lançait des campagnes de boycott quand il y avait vraiment des problématiques dans une entreprise qui pouvaient finalement desservir le consommateur. Et donc, elle demandait à cette entreprise de pouvoir avoir un dialogue en toute transparence avec le consommateur par rapport à ce qui pouvait lui être reproché. Et donc c'était très intéressant parce que quelque part, ça permettait de nouer un dialogue entre le consommateur et l'entreprise. Donc quand on parle d'entreprise vivante, ben voilà, c'est ça en fait. C'est une entreprise qui est connectée avec le monde qui l'entoure, les parties prenantes, donc les consommateurs. Et, euh, et d'un autre côté, en fait, si on voulait aller jusqu'au bout, parfois c'était frustrant parce que tu te disais, OK, maintenant on montre les choses qui vont pas éventuellement, mais comment on peut montrer le tout? C'est-à-dire ce qui va ou ce qui va moins bien. Et, et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, ce serait génial dans une nouvelle économie qu'une entreprise, elle puisse présenter un bilan recto verso. Un bilan recto avec effectivement le côté financier, durabilité, est-ce que l'entreprise est saine ou pas, et un bilan verso avec bah, tout ce qui explique la résultante financière. Parce que le bilan, c'est qu'une résultante de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais comment on mesure tout ce qui s'y passe, tout ce qui crée de la valeur au quotidien? On ne le voit pas. On voit juste combien on a eu de chiffre d'affaires. On ne sait pas comment on a fait de chiffre d'affaires. On voit juste combien on a fait de bénéfices, mais on ne sait pas vraiment en détail. On voit, il y a des charges et tout ça. Mais on ne voit pas en fait tout l'invisible, tout ce qui se passe en fait. Et si on a envie d'évoluer, si on a envie de franchir des paliers dans son entreprise, on a besoin de mesurer tout ça. On a besoin d'avoir une petite cartographie de ce qui s'y passe. On a besoin d'identifier tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui existe par rapport à ça. C'est Mais dommage. alors comment? Parce que, mettons, dans Nous Tous Pro, par exemple, il y a une des valeurs qui est l'audace. Comment on rend palpable, quelque part, cette valeur immatérielle? Et comment tu regardes et tu te dis, bon, bah, Cédric, il a l'air assez audacieux, je vais lui mettre 1 000 € de bonus. Comment ça se passe? Ça finit toujours en bonus. Ouais. Yes. On a gagné un peu plus de parts. Il a manqué d'audace, je vais lui mettre un malus. Ah non, ne déconne pas. Non, non, alors, c'est une bonne question. En fait, c'est toute une démarche. Nous, ça ne nous intéresse pas forcément de créer une grosse grille de valeurs et puis de demander à l'entreprise de cocher les cases pour savoir si elle est bien là-dedans, ou etc. L'idée, c'est plutôt de communiquer auprès des parties prenantes. Donc, ça veut dire que déjà, il faut prendre conscience avec qui tu travailles. Donc, on va faire plusieurs catégories, c'est-à-dire les partenaires, les fournisseurs, les clients, les salariés, les fondateurs. Donc aussi, bien sûr. l'écosystème, c'est vraiment une analyse de Tout l'ensemble de l'écosystème. Ok. Exactement. Et puis après, on va regarder quelles sont les questions pertinentes qu'on peut leur poser. Voilà. Pour comprendre, d'après eux, quel est l'impact sociétal que génère cette entreprise ou que génère le projet. On peut aussi leur demander comment ils comprennent le projet. Et des fois, on peut être surpris parce que entre le projet que porte un fondateur ou un dirigeant, une dirigeante, et comment il est compris, des fois, il y a un gap.
Mmh. Et donc, on va poser un certain nombre de questions. On va aussi poser des questions ouvertes. Et l'idée, ça va vraiment être de collecter de la matière pour se dire, OK, bon, ben, notre écosystème, il nous voit d'une certaine manière. Et on va déjà voir en fait les équilibres qui se créent ou parfois les déséquilibres, les choses auxquelles on ne s'attendait pas. Voilà, parce que des fois, on peut générer des impacts auxquels on ne s'attendait pas du tout, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et une fois qu'on a tout ça, bah, déjà, on a une matière qui est vachement authentique, parce que tous ceux qui ont donné leur avis sont directement liés à l'entreprise, en fait, en tant qu'écosystème, en tant que représentant. Mmh. Et après, bah, on va creuser, on va tout simplement demander aux dirigeants, parce que c'est quand même avec eux qu'on travaille, qu'est-ce qu'ils en tirent, déjà, et si demain ils devaient imaginer de nouveaux indicateurs, qu'est-ce qu'ils aimeraient mesurer? Mmh. Et ensuite, après, on va être dans le comment on mesure, comment on s'approprie cette démarche au sein même de l'entreprise. Et par contre, ce qui est vachement important, c'est de boucler la boucle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, bah, de refaire venir cet écosystème et de présenter la démarche, dire voilà ce qu'on a trouvé, merci déjà d'avoir contribué à la démarche, et voilà comment on a envie de poser maintenant un cadre d'amélioration continue ou un cadre de vie qui nous permet de continuer à faire perdurer et évoluer l'entreprise. OK. Donc ce que moi j'entends, c'est une forme d'analyse d'impact globaux Mmh. en prenant compte de l'écosystème, tout l'ensemble des parties prenantes. Par contre, il y a une partie de moi-même qui est un peu requin et qui aime bien le business et l'argent, Ouais. d'autant plus quand je m'adresse à un expert comptable, j'imagine que j'ai envie d'entendre parler de chiffres à un moment et me rassurer. Une fois qu'on a ce bilan d'impact, auprès des parties prenantes, des bénéficiaires, des fournisseurs, et cetera, par l'énergie du projet qui se Ouais. diffuse, dans ce champ. Comment on y met de l'argent? Est-ce qu'on arrive à mettre une valeur financière? Puisque moi, quand j'entends bilan extra-financier, j'entends analyse d'impact. J'ai travaillé dans le monde associatif, donc c'est quelque chose qu'en fait, on nous demande en Mmh. reporting, Bien sûr. naturellement. Et du coup, dans le monde des entreprises plus, comment on arrive, enfin, comment tu arrives comment arriver à mettre une valeur matérielle, financière là-dessus? Alors, c'est très libre. En fait, je me suis cassé la tête. Alors, j'ai fait mon expert comptable, hein, pendant quelques années, à partir du moment où il y a eu l'idée et où le moment même où on en parle aujourd'hui. À un moment donné, je commençais à vouloir créer une usine à gaz et je me suis dit: «Tu es en train de te perdre parce que tu es en train de revenir dans ta profession, à recréer des normes, à regretter». J'avais pas envie d'entrer là-dedans. Donc, en fait, il faut vraiment faire des choses personnalisées qui parlent à l'entreprise pour que ce soit vivant et pour que ça ait du sens et pas chercher à faire, des indicateurs qu'on va mettre sur le dos d'une entreprise, alors qu'ils collent très bien peut-être à une autre, mais pas à eux. Mmh. Donc, pour répondre à ta question, en fait, le fait déjà de collecter toute cette matière, d'écouter, de voir comment l'entreprise fonctionne, on va voir en fait, déjà quelles sont les choses où il faut gratter, où il faut creuser. Et après, on va pouvoir effectivement en monétiser une partie et d'autres où ce sera peut-être plus compliqué. Voilà. Je prends l'exemple, par exemple, d'une entreprise qui a un gros turnover. Elle se dit, bon, ben voilà, j'ai beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, j'ai du mal en fait parce que le secteur d'activité est compliqué, j'ai du mal à fiabiliser mon personnel, et cetera. Heu, Tu vas peut-être lui dire: «Bah, tiens, ce serait bien que tu te fasses accompagner sur la démarche, RH par quelqu'un qui sait créer en fait un lien de confiance entre le dirigeant, le personnel et tout ça». Et la personne souvent va dire: «Oui, mais tu sais, déjà la situation, l'activité est compliquée, alors réinvestir là-dedans et puis de nouveau avoir une charge là-dessus, bah, je préfère me débrouiller». Sauf que, on sait qu'un recrutement, ça coûte environ 5 à 9 000 € pour une entreprise. Bon, mais ça, on le voit pas dans les lignes de compte. Mmh. Il y a pas une ligne coût des recrutements de l'année, tant à temps. Pourquoi? Parce que c'est immatériel. C'est le temps que le dirigeant Mmh. investit, c'est le temps que certains collaborateurs investissent. C'est tout le temps que tu ne factures pas, en fait, donc ton taux horaire, finalement, il passe aux oubliettes parce que tu consommes des heures à faire des choses encore et encore parce que c'est cyclique dans ton entreprise. Donc si la personne, elle a dû gérer 5 recrutements et que ça lui a coûté, au final, 35 000 € sans qu'elle s'en aperçoive, ben, mettre, 5 000 € dans un accompagnement, enfin, là, on commence à avoir un mindset qui est différent parce qu'on passe de la culture de la charge à la culture de l'investissement. Mmh. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y en a un deuxième qu'on a vu avec un client régulièrement qui est investi aussi dans cette démarche. C'est qu'est-ce que tu donnes à son écosystème? Donc eux, ils étaient beaucoup dans le don par rapport
à des clients pour rendre leur activité abordable, parce qu'ils savaient que certains clients n'avaient pas les moyens d'eux. Et, euh, et ils faisaient beaucoup de gestes sur leur prix, mais ils ne le matérialisaient jamais. Et là, maintenant, ils ont décidé de le matérialiser. Et en un an, ils se sont rendus compte que toutes les remises qu'ils faisaient sur leur juste prix, entre guillemets, le prix de départ, ça représentait 50% de leur chiffre d'affaires. Donc eux, ça leur a Bien. aussi permis de prendre conscience pour dire, OK, donc on est conscient de ça, c'est bien, ça fait un impact positif quelque part pour les clients, mais par contre, ça dessert notre durabilité. Donc comment on va fixer notre curseur? C'est comme s'ils avaient une dette envers eux-mêmes parce que au final, ils faisaient un geste pour leurs clients, mais ils ne respectaient pas leur travail. Et puis après, tu avais un risque d'usure, de burn-out. Et là, on commence à rentrer dans qu'est-ce qu'un actif et qu'est-ce qu'un passif. Et c'est bien de pouvoir mesurer des dettes qui ne se voient pas dans un bilan. Dans l'extra-financier, du coup, il y a les deux parties comme un bilan Ouais, financier. c'est ça, cette notion de balancier et d'équilibre, en fait. Excellent. Et moi, parce que j'ai l'impression que c'est au cœur de beaucoup de sujets et que c'est pas vu. Ces charges qui passent inaperçues. Ouais. Tu citais le recrutement. Moi, je dialogue souvent avec des services com. Et ils me disent ah non mais ça on le fait en interne. J'ai dit mais ok mon devis est plus cher que vous faites en interne. Mais est-ce que vous avez valorisé le prix de l'humain de votre interne sur cette activité-là? Et souvent c'est non la réponse. Ouais. Et alors ça c'est mon petit exemple à moi. J'imagine toi qui vois tellement d'entreprises etc. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont pas pris en compte dans la manière de réfléchir et d'envisager les charges. Et en fait ça ouvre des perspectives vraiment ouf. Lorsqu'on les prend en compte. Je ne sais pas si c'est moi qui est dans mon petit niveau qui vois ça ou j'ai l'impression que tu rencontres ça aussi. Ah non, mais je partage totalement ce que tu dis et ça se manifeste vraiment dans plein de choses. Et puis même quand on parle du temps, voilà, quel temps que j'ai envie d'investir dans ma vie privée aussi. Est-ce que je suis satisfait de cet équilibre-là? Je prends un autre exemple, par exemple l'administratif. Voilà. On a souvent envie de gérer notre propre administratif parce qu'il y a une notion d'intimité, parce qu'on se dit qu'on sait mieux que l'autre, parce qu'on a tout en tête. Mais il y a des personnes qui le font beaucoup mieux que nous, en fait, et qui sont aujourd'hui de plus en plus indépendants, des freelances administratifs. Et eux, ils vont faire des choses en 1 heure que toi, tu fais en 3 heures. Mais quand tu prends tes 3 heures et que tu le multiplies par ce que tu pourrais produire, ton taux horaire, je ne sais pas s'il est de 80 euros, c'est-à-dire que tu pourras avoir 240 euros en utilisant bien ces 3 heures, mais tu les perds. Alors que quelqu'un d'autre qui va le faire à 50 euros de l'heure et ça va lui prendre 1 heure, voilà, ça fait 250 et 50. Mais ça ne se voit pas parce que on est dans une forme de déni ou dans une forme de résistance et on s'en rend pas compte. Ou alors ces 3 heures, peut-être qu'on pourrait tout simplement les passer en famille tranquillement et puis réajuster cet équilibre qu'on a peut-être perdu, quoi. Je me pose la question, puisque tu es dirigeant aussi, comment cette notion que peut-être tu découvres là de bilan extra-financier, comment ça résonne pour toi en tant que chef d'entreprise, au-delà de la casquette du partenaire animateur formidable que tu es ce matin? C'est ça, je prends une fleur en même temps. Je te l'offre, regarde, tiens. La fameuse baguette magique. Ouais, moi je partage à fond et beaucoup moins qu'un expert comptable. J'ai quand même la grande chance, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'adore trop, j'aurais voulu être expert comptable. J'allais dire, j'allais faire la musique, un artiste. Parce que j'aime énormément me connecter aux univers des différents clients que je rencontre, pour lesquels je travaille, etc. Pour créer avec eux des contenus, etc. Et c'est découvrir leur univers qui me parle. Et justement, j'ai vraiment la sensation qui a de découvrir ça, quoi, de découvrir ce que toi tu vois à plus grande échelle, à savoir des fois on n'a pas les bonnes manières de penser, l'approche des projets, des constructions, la manière dont on voit les volumes financiers qui sont adossés à ça. Donc l'exemple que je donnais tout à l'heure, je trouve que c'est un bel exemple. Le tien avec la famille, c'est aussi un bel. Donc pour moi ça résonne très très fort. Et ici, je pense qu'on sous-estime aussi le coût des galères. Genre, t'as un moment difficile avec un collaborateur, t'as un litige même. Je pense que le coût mental que ça représente, comment ça vient te matraquer la tête. Donc en fait, et pour moi, l'argent pour moi c'est qu'un moyen, c'est pas au cœur de ma façon de penser, mais quand même,
il faut quand même monétiser ça, il faut le Mmh. penser aussi avec ça. Donc moi, je partage vraiment 100% ce que tu dis là, et j'inclurais vraiment aussi toutes les galères aussi, et comment peut-être réussir à mieux les anticiper, anticiper les litiges, anticiper tout ça, pas perdre en fait, pas perdre cette énergie et peut-être cet argent au passage aussi. Ouais, exactement. Mm. Et en plus, souvent, par rapport à ce que tu dis, quand tu commences à avoir trop de charges mentales ou parfois même financières, parce qu'il t'arrive des trucs, bah, faut aussi être un petit peu à l'écoute de ça, parce que si tu trébuches une fois, deux fois, trois fois, peut-être qu'on t'envoie des signes aussi. Ouais. Et souvent, en fait, quand on commence là aussi à gratter, à les analyser, on se rend compte que l'extrême majorité des problèmes qu'on peut avoir en tant que dirigeant ou dans une entreprise, c'est parce qu'il y a à un moment donné un glissement, un désalignement avec le projet ou avec ce qu'on a envie de porter au quotidien. Et à partir du moment où on ne s'écoute plus, bah, il y a l'univers qui nous le rappelle et Mm. qui nous dit: «Beh, tiens, réveille-toi un petit peu, parce que là, tu as un équilibre à trouver et tant que tu vas pas le trouver, tu vas continuer à glisser sur cette pente et puis, tu vas peut-être avoir, d'autres trucs qui vont te paraître incohérents, ça va te frustrer» et voilà. Donc c'est vraiment, je pense que ce qui est important, c'est de se déconditionner parce que, en tant qu'entrepreneur et culturellement, on a tendance à penser notre entreprise comme quelque chose comme une courbe très linéaire, en fait, en disant: «Je crée mon entreprise, j'ai mon projet, bah, je vais le développer, je vais peut-être, développer mon chiffre d'affaires, je vais peut-être embaucher» et cetera et cetera. Mais ça se passe pas comme ça, on le sait bien. Au quotidien, il y a toujours un électrocardiogramme comme ça, des hauts et des bas. Et d'ailleurs, on le voit, hein, l'électrocardiogramme, quand il est linéaire, c'est quand il est plat, donc c'est quand il y a plus de vie. Bah, une entreprise, c'est pareil. Donc il faut qu'on passe du linéaire au circulaire et quand on change d'état d'esprit, ben, en fait, on se remet en cause et on remet en cause des fois le projet, on le colore différemment et c'est ce qui fait qu'on peut éviter ce genre de charge mentale ou en tout cas, on peut l'atténuer, quoi. Ouais. Quand tu parles de passage de linéaire au circulaire, est-ce qu'il va faire le pont aussi après une autre question sur comment ça se diffuse auprès de tes équipes, Ouais. cet état d'esprit? Nous, ce qu'on observe à nous tous pros, puisqu'on crée des espaces, des cercles ouverts et libres d'échange, où l'invitation, c'est que les humains qui composent l'entreprise se retrouvent dans un cercle, de façon circulaire, non pas en tant que fonction ou poste dans l'entreprise, mais en tant qu'humain d'abord. Mmh. Et sur cette base-là, en fait, ce que moi j'observe en intervenant dans les différentes entreprises et collectifs qui les composent, c'est cette capacité, enfin, juste l'invitation en tant qu'humain et non en tant que fonction, fait que on se sent plus libre d'exister soi pleinement. Et donc, en fait, en miroir, l'autre on se découvre à travers les échanges et le simple fait de voir, ressentir et dire: «Ben, en fait, non, je vais inclure le fait que peut-être ce matin, tu as eu un problème, avec ton enfant ou ta femme ou Mmh. ton homme ou peu importe et que c'est accueilli, c'est vu», ça change toute la dynamique dans l'entreprise et dans ces espaces et c'est là où la magie, en fait, remonte. C'est, on le découvrira après, il y a un des principes, de Smart Group, donc c'est basé sur le processus et l'approche de l'accueil du vivant dans le vivant, Ouais. ces cercles, avec une petite une méthodologie qui s'appelle Smart Group et on découvrira un principe après. Mais et du coup, je me demande comment toi, quels sont les ingrédients, les conditions? Comment tu fais pour que, tout tout ce qui t'anime, se diffuse dans tes équipes et avec les autres? Alors ça commence par le recrutement, où il faut que les choses soient fluides. Je crois que jusqu'à maintenant, j'ai plus recruté sur l'être que sur la compétence. Alors bien sûr, après, les êtres viennent avec leur petit bagage de compétences parce qu'il y a quand même une offre de recrutement qui est faite pour un certain poste. Mais, ça se passe, essentiellement comme ça et après, effectivement, on est plus dans le rapport à l'autre et surtout, un gros lien de confiance. Nous, on a une activité où ça m'a vraiment jamais intéressé d'avoir un bureau parce que j'avais pas envie de respecter des amplitudes horaires ou des choses comme ça. Donc, avec l'équipe, on est beaucoup en télétravail ou alors en déplacement chez les clients, ce qui fait qu'on se voit pas, aussi régulièrement que ça et que, ben, en fait, tu peux que tout repose sur la confiance. Voilà. Et après, effectivement, de se trouver des bulles comme ça, comme tu le dis, en fait, où l'énergie circule encore plus. Donc par exemple, on a déterminé que sur les semaines, on travaillait sur 4 jours et demi.
Mhm. Voilà, ça c'est tout bête, mais simplement pour laisser un espace pour chacun, pour dire, je sais que dans la semaine, j'ai une demi-journée où je ne travaille pas, et cette demi-journée peut changer en fonction de mes problématiques ou de mes besoins chaque semaine. Comme ça, chacun se dit, si c'est des trucs tout bêtes, mais j'ai des rendez-vous médicaux, j'ai des choses comme ça, je suis pas obligé de les concentrer un samedi ou le soir à l'arrache quand je suis fatigué. Je peux le faire à ce moment-là. Ou c'est juste j'ai envie de me poser telle demi-journée, de prendre un moment pour moi ou pour mes enfants, je le fais à ce moment-là. Donc le fait de travailler sur 4 jours et demi, c'est un truc tout bête, mais ça a vraiment du sens parce que ouais, ça permet de d'avoir un meilleur équilibre, en tout cas de mieux l'ajuster, quoi. Voilà. On a essayé sur 4 jours, mais c'était un peu juste quand même en en termes d'organisation. Progressivement, Donc 4 progressivement. jours et demi, voilà, c'est bien, et c'est vrai que ça plaît beaucoup. Après, il y a autre chose, c'est, par exemple, de dire dans le temps de travail, on paye du temps de travail aussi pour que les salariés puissent, avoir, un engagement associatif. Waouh. Où là, en fait, Et ça rapporte quoi à ton entreprise? alors ça rapporte, ça c'est Pardon. très difficile à estimer. C'est pour ça que là tu rentres de nouveau dans l'usine à gaz de comment on va mesurer ça. C'est immesurable. Mais par contre, ce que ça rapporte de manière générale, c'est que, le salarié en question qui s'engage pour une association, hem, il remplit un peu son verre différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, il est dans son poste, il est dans la contribution professionnelle, mais ça lui permet aussi quelque part de remettre un peu les pieds sur terre, sur certaines réalités qu'il peut y avoir, en fonction de l'engagement qu'il a, ou là aussi d'animer son enfant intérieur. Voilà. Parce que parmi les collaboratrices aujourd'hui, il y en a une qui a choisi de s'engager pour l'école de sa fille, qui est une école parentale, mais elle pourrait peut-être pas s'engager de la même manière si elle avait pas le temps ou si elle devait le faire le soir, tard ou le week-end. Là, c'est vraiment un espace pour ça. Il y en a une qui disait: «Ben moi, j'ai plus envie d'aider les gens dans la précarité», voilà. Mais ces choses-là, on n'a pas toujours le temps de les faire quand on est tout le temps dans l'opérationnel parce que, ben, on est dans le schéma classique Mhm. du 9h-18h et puis le soir, je suis fatigué. Donc ça rapporte, je trouve que ça rapporte de la lumière en soi tout simplement parce qu'on se dit: «Tiens, je peux faire d'autres choses en fait et je peux choisir ce que je fais». Et puis après, bah, ça a un impact pour des associations aussi parce qu'elles sont en Hum. recherche de bénévoles et puis que tout est concentré le soir ou le week-end, quoi. Ouais. Et moi j'ai une grande question là-dessus parce que ça rejoint une discussion que j'avais avec un copain qui rageait un petit peu contre les gens qui disent ah ça sert à rien de faire de l'écologie ici puisque de toute façon ailleurs sur la planète ils bousillent tout Ouais. et du coup bah en vrai ça sert à rien ici. Et il disait non on fait de l'écologie ici parce que c'est juste. Point. Voilà. Et on espère que ça va emmener quelque chose, quoi. Et l'idée, c'est de la concurrence. Mais eux, ils en font pas. Et du coup, ils vont nous ratatiner en termes de concurrence. Ils vont être plus concurrentiels que nous, etc. Est-ce que tu n'as pas peur que d'autres cabinets d'expertise comptable qui appliquent pas ce genre de stratégie, ce genre de. Soient plus concurrentiels que toi, soient plus intéressants que toi sur le volet strictement financier? Non, pas du tout. Non, parce que le projet, comme dit, On a financièrement, bien parlé, C'est pognon, clair, hein. c'est clair. non, parce que la finalité n'est pas financière. Ah, bien sûr, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un cabinet rentable. Voilà, donc on a revu tous nos processus de production là, parce que tu as l'arrivée des intelligences artificielles dans le métier, il y a eu une transition numérique qui est absolument nécessaire pour la profession. Les métiers changent. Les comptables aujourd'hui sont plus que les comptables d'hier en fait. Et donc on a besoin, nous, de trouver des gains de productivité et de générer du résultat, de la rentabilité pour que les collaborateurs soient bien payés et puis pour que justement on ait la bonne jauge en fait entre l'engagement qu'on met au quotidien et puis ce qu'on récupère. Donc on n'a aucun problème bien sûr avec l'argent parce que ça reste une énergie et il faut être performant financièrement. Par contre après, le jeu d'être plus performant que les autres, non, parce que bon déjà nous on est dans une profession où on est plus dans des rapports confrères-consoeurs où on souhaite vraiment la réussite de chacun parce que voilà, on a le même métier. Mais non, on n'a pas peur qu'il y ait une perte de rentabilité. C'est juste que le, le schéma mental est différent parce qu'on considère que la richesse du modèle économique se fait à travers ça et à travers le bénéfice financier. On revient en fait à l'équilibre avec les pôles écologie, financier et humain. Et pour nous, ce qui fait la performance, c'est l'équilibre de ces trois pôles. Voilà. C'est pas le fait qu'on ait optimisé le pôle financier. Ouais, c'est très clair et ça fait une belle transition vers la suite puisque
Tu disais effectivement on est très pognon, mais en fait, moi je trouve que c'est toujours intéressant quand on est justement dans l'aspect des polarités, de pouvoir en fait quand on est beaucoup sur l'immatériel de venir mettre aussi la présence de la matière, qui est c'est vraiment le concept même de cette émission d'Abracadabra, c'est de dire en fait il y a harmonie entre les polarités et ici, l'immatériel, c'est ce dont qu'on a évoqué tout au long. Et je me suis dit, on va amener beaucoup plus de matière. Et quand il y a beaucoup trop de matière auprès, et je le vois auprès de dirigeants que je rencontre, qui vont très certainement nous suivre dans cette émission, quand il y a beaucoup de matière, ramener l'inverse, c'est-à-dire son opposé, l'immatériel. Du coup, on va passer sur un petit moment sur te refaire le portrait, quelque part. Ouais, je sais, t'as bien fait de venir. J'ai pas mis ma crème du jour. Et en fait, pour démarrer cette activité, il y a un petit jeu que j'ai envie de te proposer, qui est le jeu des archétypes résonnants. Et de voir, en fait, il y a une quinzaine d'archétypes là, de personnages, on va dire, qu'on peut tous porter à l'intérieur de nous-mêmes. Et je te suggère d'en tirer une. Okay. Et en fonction de celle qui vient, de voir comment ça résonne, soit par rapport à ton profil entrepreneurial, soit par rapport peut-être même aux échanges qu'on vient d'avoir là sur le plateau. Ok, je te la donne. Oui. T'as un meilleur accent anglais que moi. Ah! Alors, je ne sais pas si la caméra permettra de le voir, c'est la carte du rebelle. Et du coup... Aïe, les cartes ont parlé. Les cartes ont parlé. Tu es donc un rebelle dans ton métier. Je crois qu'on voit directement le lien avec ce qui a été dit. La magie est toujours présente avec nous, j'en suis ravi. Comment cette carte, elle résonne pour toi sur ton parcours entrepreneurial, en fait? Elle résonne fortement déjà. C'est sûr que moi, j'ai toujours eu envie de casser les codes dans cette profession. Parce que je trouve que c'est une profession qui est magnifique, en fait, et qui a le potentiel de l'être encore plus. Voilà, donc, d'ailleurs, je salue tous mes consoeurs et confrères. Mais c'est vraiment une profession qui est belle et qui, dans sa dualité, en fait, souffre aussi de la contrainte du métier traditionnel. Parce que c'est un métier qui a été créé par l'ordonnance de 45, où le but, c'était quand même d'assurer les recettes fiscales de l'État, en fait, et de faire le métier en déclarant au plus juste. Et on continue à le faire, bien sûr. mais cette partie-là prend beaucoup de place dans les cabinets, en fait, parce que beaucoup de choses sont rythmées par les échéances fiscales, les échéances sociales, et que parfois, il y a moins de place pour l'humain, et que les collaborateurs, les experts comptables, auraient envie de donner plus en temps, plus de connexion avec leurs clients, l'humain, mais ils sont toujours tirés en arrière par cette contrainte-là. Donc, en fait, ça veut dire qu'il faut changer l'organisation des cabinets, passer du vertical à l'horizontal pour se dégager du temps et puis créer cette valeur qu'on a envie de créer. Donc, effectivement, moi, ça résonne beaucoup là-dessus. Et aussi rebelle parce que, voilà, je trouve qu'on est de plus en plus connecté à la 4G, à la 5G, et de moins en moins à la Terre. Et ça nous dessert en tant qu'humains. Si on a une perte de repère aujourd'hui dans l'humanité, c'est parce qu'on a perdu de toute cette essence-là, en fait, toute cette connexion, en fait, avec le monde qui nous entoure, avec la vie, en fait. Le divin, mais sous toutes ses formes. Et rebelle, oui, parce que j'ai envie de crier, en fait, à chacun... réécoutez votre enfant, il a toutes les réponses en fait, et puis reconnectez-vous à lui, et vous allez voir que tous les déséquilibres que vous avez au quotidien, ils vont s'effacer au fur et à mesure, quoi. Ça résonne beaucoup. Hier encore, on accueillait des pointures dans l'entrepreneuriat social en Europe, à nous tous pros, et une des questions à l'évocation du projet a été quelle est la spiritualité? On a beaucoup entendu parler de ce tiers-lieu, de qui vous êtes, etc. Mais quelle est la spiritualité que vous cultivez dans ce lieu, en tant qu'église, quelque part, puisque c'est une église tiers-lieu ou tiers-lieu d'église. Et la réponse qui m'est venue et qui est en lien avec ce que tu partages là, c'est cette idée de croix. Donc, en fait, dans la croix, il y a l'aspect vertical. On est connecté à la nature, au sol, à la terre, connecté à un grand tout. Nous, on cultive cet aspect on est connecté à un projet, une entreprise, le projet d'évolution de soi-même, de son épanouissement, etc. Et il y a le côté horizontal qui est le lien avec l'écosystème, les humains, etc.
et donc, on cultive ça dans nature, connexion et lien avec les autres. Et on est au centre, au final, le point de jonction entre les deux. Et donc, merci parce que ça me permet d'amener comment être rebelle là-dedans, dans ta réponse. Et merci, c'est inspirant pour moi. Je vais passer la parole du coup à Cédric pour quelques questions sur... Oui, le fameux portrait. Hein. Puisque moi, forcément, on me dit un expert comptable, et on me dit dans la phrase d'après, c'est aussi un gars qui est slammer, qui fait du slam. Alors là, tu sais, je sais pas, réaction à 2 francs 50, c'est petit sourire, petit sourire, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, je me suis dit, pourquoi j'ai ricané bêtement? Et en fait, il y a un vrai truc, je me suis dit, en fait, ouais, on a une image de l'expert comptable qui en fait est loin de la réalité. Donc c'est vraiment intéressant et c'est super qu'on parle de tout ça. Mais je me suis quand même demandé, hein, que font tes parents, que faisaient tes parents professionnellement, parce que voilà, ça interroge un petit peu. Ouais, c'est clair. C'est une bonne question, hein, parce que la pomme tombe jamais loin de l'arbre. Mes parents, mon père travaillait longtemps à EDF, ma mère secrétaire pour le ministère de l'Environnement, voilà. Mais quand ils étaient plus jeunes, enfin quand moi j'étais jeune, de mes 0 à 2 ans et demi, je crois, ils tenaient une station-service dans le Haut-Rhin qui était ouverte, mais vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas de vacances. Et puis à l'époque, t'étais encore pompiste, donc tu faisais le service directement. Donc c'était beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de sueur, je pense. Après, j'avais 2 ans, donc je pense que j'ai très peu de souvenirs de ça. J'ai des photos de moi dans l'arrière-boutique avec mon berger allemand. Donc je faisais partie intégrante de l'entreprise en fait au quotidien, parce que j'étais pas à la crèche, ma mère elle s'occupait de moi, j'étais dans l'arrière-boutique, j'étais à côté, quoi. Donc je vivais l'entreprise, je pense, dans chacune de mes cellules. Et à mon avis, forcément, il y a beaucoup de choses qui restent ancrées par rapport à ça. Et quand j'ai commencé à rentrer par hasard, entre guillemets, dans cette profession, dans les études, je le faisais pas pour devenir expert comptable, je le faisais pour passer des concours, pour faire d'autres métiers à la base. Et quand j'ai compris en fait qu'on pouvait créer une connexion avec le chef d'entreprise, l'aider dans le conseil et puis le soutenir dans son projet, là, à un moment donné, il y a une évidence qui certainement est liée en fait à cette enfance et à ce parcours de mes parents, quoi. Ouais. Bon, à Cadabra, on en parle beaucoup de sens, de valeurs, comment connecter les autres aussi au sens, aux valeurs d'un projet, etc. Et on sent bien que ça, c'est des thèmes qui sont super importants pour toi. Et du coup, j'ai envie de te poser une question sur ton adolescence. Est-ce que tu faisais partie de ces ados qui sont vraiment dans une quête presque fondamentale de sens? Et il y en a, j'ai l'impression qu'il y a des sortes de profils un peu comme ça. Est-ce que tu faisais partie de ces profils-là? Ouais, j'étais assez introverti, mais j'étais un grand rêveur. J'écrivais déjà à l'époque, d'où le lien après avec le slam. Ouais. Et ouais, je m'imaginais toujours plein de schémas dans ma tête de tout ce qui pourrait se passer, etc., etc. Et après, il y avait une recherche spirituelle aussi. Alors j'avais des grands-parents qui étaient très, très croyants, donc j'avais le droit à être servant de messe pendant des années, alors que moi je voulais regarder téléfoot le dimanche matin. Beaucoup ont eu ce problème. Hein. Voilà. Alors j'ai commencé à être un bon comédien pour simuler des nausées le dimanche matin, comme par hasard à 10h30. Mais ça marchait pas tous les dimanches. Et à 19 ans, j'ai fait ma première retraite spirituelle en Bosnie. Et là, ouais, j'ai commencé à expérimenter des choses comme le jeûne, comme le silence. Et puis ça a résonné en moi, en fait. Et après, c'est cyclique. Il y a des moments où tu commences à le rejeter, des moments où tu te l'appropries de nouveau, etc., etc. Et puis ça te forge au fur et à mesure, quoi. Je m'arrête là-dessus, un retraite spirituelle. Et puis tu connais ça aussi. J'allais rebondir sur la même chose et Bosnie. Ouais. Parce que c'est quand même majoritairement musulman, du coup ça m'a interrogé tout de suite, mais je t'en prie. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui intéresse, qui interpelle beaucoup aujourd'hui, de réussir à créer ça, peu importe d'ailleurs la spiritualité ou la religion. Toi, comment t'as fait ce chemin-là? Comment tu t'es dit, allez, 19 ans, je vais en Bosnie? C'est une personne extérieure, en fait, un ami de mes parents qui est diacre.
et donc qui était beaucoup dans la foi, en fait, hein. Et à un moment donné, on parlait de ça au repas et puis il leur a proposé de dire: «Bah, tiens, on va faire un séminaire là-bas, une retraite. Est-ce que ça vous intéresse de venir avec nous?» Et alors initialement, le lieu, c'est Medjugorje. Donc c'est un lieu qui est connu un peu comme Lourdes avec, apparition de la Vierge, et cetera. Et donc c'était un lieu vraiment spirituel où, bah, il y avait des retraites qui étaient effectuées. Et puis, eux, ils étaient pas, forcément dans ce schéma-là, mes parents, mais ils se sont dit: «Oh, pourquoi pas?» Et puis moi, ça m'intéressait. Je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas aussi?» Et puis voilà, on a vécu, par, là encore «hasard» entre guillemets. On a passé 5 jours là-bas, c'était vraiment bien. Et puis ça m'a changé parce que ça m'a permis de reprendre de la hauteur sur le sens, sur, ce que je recherchais, sur beaucoup de choses. Tu penses que c'est ce genre d'expérience qui, aujourd'hui, ont façonné presque ton approche de ton métier, de l'activité, comment tu abordes des entreprises aussi, et ce côté justement bilan complet qu'on évoquait tout à l'heure? Ouais, en partie. Je pense que ça a beaucoup contribué. Après, j'avais une approche de religion qui était essentiellement chrétienne et j'ai quand même toujours voulu me rapprocher des autres religions, de savoir en fait comment ils la vivaient, de connaître les différents courants, même par rapport à l'islam aussi, les courants soufis, etc. Et, Ça te fait tourner la tête, les soufis, hein. J'ai fait l'expérience, j'ai pas tenu longtemps. mais en tout cas, j'aimais bien faire et chercher le dénominateur commun qui reliait les religions. Mm. Et en fait, bah, tu le voyais dans l'expérience, le jeûne, le silence, c'est des choses que tu trouves en fait dans chaque confession. Voilà. Et puis moi, ça m'a permis aussi de revoir ma foi avec un autre regard, en fait, où bah, quand t'es gamin, au début, tu perçois Jésus plus comme une forme d'icône, en fait. Donc tu as vraiment l'image, la croix et tout ça, mais t'as pas forcément de prise de hauteur. Et quand tu revois ta foi, en fait, avec plus ce côté ressuscité, la vie, la force de la vie, etc., tu te dis: «Waouh, mais en fait, c'est un truc de fou, ça se manifeste dans ton quotidien, dans ce que tu vis partout, en fait». Voilà. Ouais. Et donc ouais, ça a beaucoup contribué, mais pas que. Ça marche. Abracadabra, souvent dans les tours de magie, il y a ce côté préparation. Il y a beaucoup de temps de préparation, etc. Il y a beaucoup de mise en place. Et puis d'un seul coup, paf, il y a la magie qui opère, l'illusion qui opère dans Tu veux que je te magie. prête, Ouais. Petite baguette. Est-ce que toi, dans ton existence comme ça, tu as vécu des pafs, la magie a opéré à cet endroit-là, même si bien sûr c'était en train de couver depuis un petit moment? Ouais, il y a eu plusieurs moments. Bah, je pense comme beaucoup de gens, en fait, le moment sacré pour moi, c'était la naissance de ma fille, quoi. Là, tu te dis: «Waouh!» C'est quand tu sens, en fait, cette espèce de bulle comme ça, intemporelle, qui s'ouvre et tu es dedans et tu flottes. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Donc il y a des moments comme ça, effectivement. Et puis, si je devais dire le dernier moment, c'est la première fois, justement, que j'ai fait du slam en public, où là, en fait, j'ai senti... C'était récent, hein. Ouais, c'était le Ouais, 21 mars, voilà. il y a... Ouais, il y a pas longtemps, il y a Ouais. 2 mois. Le saut de foi. Ouais, le saut de la foi. Le saut de la foi où je me rappelle très bien de la personne qui nous a accompagnés dans ce dispositif qui s'appelle Monter sur scène. D'ailleurs, je la salue, c'est Céline Bourrin, elle est à Paris. Et elle, par rapport à sa structure qui s'appelle la Terre, le ciel et nous, déjà ça veut tout dire, elle nous a proposé de rentrer dans un dispositif qui nous permettait de travailler sur le message qu'on avait vraiment envie de délivrer intérieurement, et puis de le présenter sous forme artistique. Donc en fait, elle est venue en disant: je te propose ce schéma, ça coûte tant et tant. Et toi, tu te dis: c'est pas de la formation, tu sais pas où tu vas, et tu as un truc comme ça qui tambourine et qui dit: faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et donc déjà, ça, c'est un instant magique de se laisser l'opportunité de prendre une décision sans avoir de raisonnement ou quoi que ce soit. Et après, quand tu tires le trait et que tu regardes 9 mois après, ce truc où tu es devant des gens et puis où tu es là comme un enfant, en fait, à tester quelque chose que tu n'as jamais fait, c'était magique. Ouais. Et il faut faire vivre cette flamme de magie, tout ça aussi dans son quotidien. Enfin, ça contribue à ça. Ouais, trop bien. Et bravo bravo à toi d'avoir suivi cet appel, Ouais. déjà d'être en capacité de l'écouter, parce qu'on est bon nombre à ne pas pouvoir des fois l'entendre, et de dire j'y vais quand même, parce que
la raison, j'imagine le mental à cet endroit-là, te dit bah non, pour X, Y et Z raisons qui sont très compréhensibles et logiques, pragmatiques. C'est peut-être pas le bon choix que d'aller slammer, etc. Alors que t'as fait le move, donc c'est inspirant. Moi, j'ai vu la vidéo. J'espère te voir en vrai à Strasbourg C'est le but. ou dans la région alsacienne du moins le faire. Ouais, c'est vrai. Moi, ça fait un bon titre pour le communiqué de presse, ça, l'expert comptable slammer. Tout de suite, on a le truc qui va bien. Tu parlais de ton gap. Là, tu passes, t'es papa d'un coup. Est-ce que ça a eu un impact, ce côté parentalité, sur ta vision de ton activité, sur la manière de travailler, etc. Je parle pas du truc, il faut chercher mon gamin à la crèche. Hein. Je parle vraiment des trucs dans ton fort intérieur. Ouais, beaucoup. En fait, le cabinet a été créé 2 mois avant l'arrivée de ma fille. Donc, on va dire qu'il y a eu une mouvance comme ça, un parallèle. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que tu te dis, alors tu le sais déjà quand ta femme attend l'enfant, tu te dis, ça y est, c'est déjà là, c'est déjà présent. Mais quand ça arrive dans la matière, alors pour nous, les pères, c'est différent parce qu'on ne le vit pas physiquement comme une maman. Donc, il y a aussi des choses qui se passent qui sont encore plus physiques parce que c'est la première matérialité. Et ouais, il y a tout de suite une prise de conscience qui s'est créée où tu te dis, ça y est, maintenant je suis papa, j'ai une responsabilité. Et en tant que père, tu as aussi envie d'avoir cette responsabilité pour vis-à-vis du monde extérieur aussi. Et donc, il y a eu beaucoup cette prise de conscience liée au fait que ça y est, il faut faire des choses qui vont dans le bon sens pour laisser un héritage. Je me rappelle plus exactement de ce proverbe indien qui dit que l'héritage, c'est pas les ancêtres qui te laissent la terre, mais c'est plutôt l'héritage, c'est ce que toi, tu vas laisser comme terre à tes enfants, en fait. Donc, l'héritage, tu l'as envers tes enfants. Ouais. Et la terre matérielle et immatérielle, d'ailleurs. Ouais, quelle terre immatérielle à l'intérieur je transmets de mes expériences, et quelle terre physique et matérielle je transmets aussi. C'est ça, exactement. Et c'est challengeant parce que là encore, il y a quelques mois, ma fille qui a 9 ans me posait la question, mais pourquoi j'allais à l'école tous les jours? Pourquoi tu dois travailler tous les jours? Très bonne question. Nul, c'est quoi ce Propose-lui le 4 jours et demi. Je suis pas sûr que ça irait dans la négo pour elle. Et en fait, tu sentais cette frustration, cette incompréhension, de se dire mais qu'est-ce qu'on s'est créé comme matrice alors que en fait on pourrait juste être libre, aimer, faire des choses qu'on a envie. Et puis tu te dis mais punaise, t'as raison. Et à un moment, je m'entendais presque être sur le point de lui dire c'est comme ça. En fait, non, j'ai pas envie de lui dire ça. J'ai envie de lutter continuellement contre le c'est comme ça. Ouais. Comme quand tu as envie de lutter pour dire pleure pas, ça va pas arranger les choses. Ou tous ces trucs qui sont ancrés au fond de nous, en fait, et qui nous empêchent parfois de vivre nos émotions. En fait, c'est ça la responsabilité. Avant même de parler d'écologie ou quoi que ce soit, c'est de se donner ce bon bagage émotionnel à ton enfant pour qu'il ne retombe pas dans les mêmes travers que nous, à perdre 30 ans de son temps, en fait, à se déconditionner pour de nouveau renaître. Donc, c'est garder la connexion, c'est long, de faire en sorte qu'il la garde, quoi. Alors, pour être complètement libre, je pense que, et dans tous les concepts, en fait, de toujours intégrer un petit peu de son opposé. Là, tu parles de liberté pour comment être complètement libre. Je pense que la contrainte peut des fois aider à être encore plus libre et Bien plus sûr. Créatif. Et du coup, je vous propose de découvrir tout de suite une petite capsule vidéo de Bernard Maufra sur le principe d'intégration des opposés. Si vous voulez faire mieux, faites différemment. Intégrez un peu de l'inverse de ce que vous voulez. C'est l'intégration des opposés. Bonjour, je m'appelle Bernard Maufra, je suis consultant en communication et fondateur d'une approche qui s'appelle Smart Group. Et je vous propose ici une notion qui est l'intégration des opposés. Alors, dans Smart Group, l'intégration des opposés, c'est un médicament pour ne pas être intégriste. Regardez bien comment ça fonctionne. Quand on veut quelque chose, on veut que ça. Toute l'idée de l'intégration des opposés, c'est de remarquer une chose intéressante. La qualité et la nature de ce qu'on voudrait ou de ce qu'on souhaite réaliser s'améliore quand on intègre un peu de son contraire. Exemple,
Si vous faites de la pâte à tarte sucrée, dans la pâte à tarte, vous mettez une pincée de sel. Vous venez d'intégrer l'opposé. Et le fait d'intégrer un peu du contraire de quelque chose va renforcer la nature de cette chose. Là, l'idée, c'est de ne plus le faire seulement de façon naturelle, mais de le faire de façon volontaire et consciente. Et de regarder, dans telle ou telle situation, quand je veux, par exemple, quelque chose d'intensif, à quel moment je peux, de façon positive, intégrer des moments de pause à l'intérieur de l'intensivité pour renforcer la qualité de l'intensivité. C'est toujours intéressant, si on est dans des choses très formelles, d'intégrer un peu d'informel. Si on est dans des choses très créatives, de mettre un peu de structure. Et inversement, dès qu'on est en train de fonctionner avec « il faut que »,« je dois faire »,« il faut ceci »,« je dois penser comme ci ou comme ça », etc., et qu'on est dans un système d'injonction intérieure, alors, qu'on donne à soi-même ou qu'on projette sur les autres, ça veut dire que là, on est sous l'emprise du mental qui veut tout enfermer dans une réalité unique. Notre mental fonctionne comme ça et souvent on est sous l'emprise du mental. Et on veut faire quelque chose et on veut le faire à 100%, à 120% et on pense que toujours en insistant et en faisant encore plus comme ça, ce sera mieux. Et la proposition, c'est d'expérimenter que justement en faisant un peu du contraire, quelque chose s'améliore de façon vraiment étonnante en dépensant beaucoup moins d'énergie. Cœur pour Bernard Maufra. Exactement, cœur à lui. et à la canalisation de ce principe universel de principe du coup d'intégration des opposés. Et bah, forcément, dans tout ce que l'échange vivant et dans ce que tu incarnes, bah, je trouve que le côté duel expert comptable qu'on imagine rigoureux, pragmatique, logique dans les chiffres, et le côté slam complètement artiste. Est-ce que c'est comme ça que quelque part tu incarnes et tu vis ce principe-là, et comment ça résonne pour toi? Ouais, c'est pas simple au quotidien, effectivement. Ça demande effectivement de pas être dans la résistance et puis de s'accorder le droit, surtout, de cette dualité. Parce que des fois, tu peux avoir tendance à ne pas t'accorder le droit, en fait, et te dire je suis dans une case, en fait, sociale, et puis je dois y rester. Et donc, c'est pas toujours évident, en fait, parce que je cache pas que c'est très challengeant, en fait, parce que pour laisser de la place à cette partie cœur de slam et compagnie, ça nécessite aussi de bien se mettre au clair sur toute la contrainte qu'il peut y avoir sur un métier très dense matériellement, et qui nécessite d'avoir une organisation encore plus optimisée que ce qu'on pourrait avoir si on ne faisait que ça, entre guillemets, quoi. Donc c'est un combat intérieur, mais dans le sens noble du terme, effectivement, c'est sans résistance, quoi. Mais toi, c'est un opposé pour toi, le slam, par rapport à... Parce que moi, en fait, Bonne question. Moi, je crois que je l'ai vu comme un opposé. Ouais, c'est ça, j'ai compris ta directement. question. Et en fait, je crois, parce que je trouve on peut être ultra créatif, et j'ai l'impression que tu es ultra créatif dans ton métier d'expert comptable. Ouais. Du coup, je vois pas d'opposé, moi, entre... Non, il n'y je sais a pas c'est d'opposé, juste. mais moi, je l'ai longtemps vécu comme ça. Parce que, Ok. parce qu'en fait, quand tu es dans ce métier-là, tu te dis, il faut être carré, il faut être rigoureux, il faut faire ci. C'est vrai, il faut l'être. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que la créativité, c'était pas pour moi. Voilà. Et je pense qu'on est extrêmement nombreux à se dire, la créativité, c'est pas pour nous. Alors qu'on a tous un potentiel créateur au fond de nous. Voilà. Simplement, des fois, on se dit, il faut savoir soit chanter, soit dessiner, et puis si t'as pas l'un ou l'autre, ouais, t'es pas trop artiste dans l'âme, quoi. Alors que, voilà, donc pour moi, c'était une forme d'opposition parce que je m'accordais pas le droit, en fait, de le faire. Voilà, quand j'écrivais des choses ou que je faisais des rimes, ça restait dans un tiroir, en fait. C'était mon petit univers à moi. Mais à aucun moment, je me serais dit, tiens, tu vas le partager un jour, quoi. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai envie d'embrasser ces deux polarités et de se dire, ça a un sens. Je sais qu'aujourd'hui, je me suis toujours demandé qu'est-ce que je faisais dans ce métier, régulièrement. Voilà. Alors c'est quand même fou quand tu crées une entreprise et que tu dis qu'est-ce que je fais là-dedans. C'est quand même un peu schizo, voilà. Et le fait là de me dire, bah, tiens, j'ai envie d'aller dans des entreprises pour parler de la spiritualité, pour transmettre des émotions et tout ça, avec une casquette d'expert comptable, c'est là où je vois le sens, comme si les pièces du puzzle se reconstituaient, parce que bah, c'est vrai que c'est une forme de caution morale, une forme de légitimité pour certaines entreprises de dire quand tu as un passé ou quand tu es expert comptable, euh, les gens vont se dire, bah, tiens, il y a déjà une compréhension des enjeux économiques, donc j'ai envie d'écouter peut-être plus facilement. Voilà. Et donc, en fait, c'est là où il n'y a pas de dualité, en fait, c'est un tout. Mais ça met son temps.
Mais moi, mon rapport aux experts comptables, hein, pour finir de boucler la boucle là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'ils dessinent. C'est vraiment des artistes à partir des chiffres. Ils voient les nœuds, ils voient les problèmes, ils voient les trucs qui marchent bien. En fait, je les trouve ultra créatifs en vrai à partir de chiffres. Et des fois, je suis bluffé. Je fais, mais vous avez vu ça dans la compta là? Mais c'est un truc de dingue. Et en fait, moi, je trouve que c'est un métier, et encore plus aujourd'hui, qui appelle à la créativité et qui appelle justement à voir là où le musicien entendrait les notes. L'expert comptable entend les réalités d'entreprise derrière les chiffres, quoi. Tout à fait. Ouais. Moi, je trouve ça. Enfin, moi, du coup, j'avais pas vu la dualité là pour le coup. C'est interrogeant, merci pour cette question. Ouais, Non, mais c'est moi je te bouscule. J'accueille avec grand plaisir. Non, c'est vrai. Je pense que je suis parti d'un principe enfin, c'est mon mental qui a dit qu'en fait, automatiquement, bizarrement, et je pense que je me l'applique à moi-même, c'est-à-dire, en fait, une position n'est pas compatible avec une autre et en fait est en opposition. Tu vois, bizarrement. Et donc tu le relèves parce que dans mon cas, par exemple. Quand j'étais, alors un peu moins aujourd'hui, hein, l'expérience fait que progressivement, avec le temps, la sagesse vient. C'est un des livres que j'ai mis là-bas, et doucement la sagesse vient. Et du coup, initialement, je me disais, par exemple, quand j'étais dirigeant associatif, qu'il m'était impossible ou pas accessible d'être, alors moi pas dans le slam, mais dans cette légèreté, ouvrir ne serait-ce que l'idée de faire une émission qui s'appelle Abracadabra, tu vois, je me serais jamais permis parce que pour moi c'était opposé. Alors peut-être je mettais une petite touche, mais parce que par rapport à ta stature ou à ton... Ouais, les vêtements quelque part que je pouvais mettre, tu vois, je me disais que il y a des endroits où j'étais en costard parce qu'il fallait l'être, et que si demain je suis en hippie, que je pouvais être à la maison, par exemple, dans le canapé, je pouvais pas connecter. C'était pour moi des opposés. Mais ta question est très juste. Du coup, j'apprends. Voilà. Non, c'est top. Moi, ça fait partie de cette magie que je souhaite et partie de la réflexion humaine. Donc, merci pour ça. Et moi, Bernard, je sais pas. Enfin, peut-être ça a résonné du coup autrement aussi chez toi, cette capsule, ce propos de Bernard Maufra. Moi, il m'a électrochoqué. Je me suis dit, c'est vrai que c'est tout bête, on le fait tous. Et moi, tu sais, issu d'une famille alsacienne, machin, où quand t'as fini, t'as pas encore fini parce que tu vas à fond. Tu sais, moi, l'héritage familial, on parlait d'héritage, c'est tu bosses et tu fais 100%, 200% de ton truc. Tu vois. Et lui, j'avais senti qu'il y avait un truc qui va pas dans ça, même si j'aime bien bosser, je prends plaisir à ça, comme... mon terreau le veut, mais j'avais senti et Bernard là qui met les mots sur une autre approche, mais pas une autre approche qui monte vers du plus qualitatif, du mieux, à intérieur et extérieur, voilà. Et toi, ça résonne comment pour toi? C'est pareil en fait. Moi, ça me fait beaucoup penser à la dualité que tu peux avoir entre l'adulte et l'enfant en fait. Ouais, encore. Au final, quand tu parles de l'adulte qui doit être en costume, qui doit avoir des responsabilités ou qui doit beaucoup travailler parce qu'il a des responsabilités, parce que c'est comme ça, quoi. Et parce que t'es plus un enfant en vrai, quoi. Ouais. Et à partir du moment où tu raccroches les wagons et où tu t'autorises de nouveau à garder cette part d'enfant, parce qu'il n'y a pas un début et une fin, parce que c'est ensemble. C'est ce qu'il dit. Ça change tout, en fait. Ça change toute ton approche, et puis tu vois les choses différemment, quoi. Pour reprendre une des expressions que tu aimes bien, entre faire et être, qui est une des polarités, moi j'ai beaucoup été dans le faire et essayer de mettre à chaque fois un peu plus d'être. Il y a des moments où je n'y étais pas du tout, ça m'a mené au burn-out d'ailleurs. Aujourd'hui, j'observe dans mon tempérament que j'ai des cycles où je suis dans l'être, être, et j'essaie d'intégrer un peu de faire, et d'autres cycles où je suis dans l'être, être. Dans le faire. Faire, voilà. On te suit. Je me suis perdu. Je suis peut-être dans une phase d'être, justement. je suis en train de me trahir. Mais ouais, dans le faire, de mettre un peu d'être. Et c'est trouver j'ai l'image là qui me vient, c'est une danse, en fait, quelque part, des dualités et continue. Je sais pas comment ça résonne, faire, être. Et comment trouver cette danse pour vous, hein, dans nos activités respectives, faire, être, est-ce que il y a des techniques? En fait, je crois que c'est on en avait parlé quand on avait fait un événement ensemble là, il y a un an sur
Tu le disais toi-même que tu as l'impression d'être une fonction projet. Mhm. Et ça me parle beaucoup parce qu'en fait, c'est ça. C'est que quand tu es trop dans le faire, tu as l'impression que tu es une fonction en fait. Tu n'es plus un être. Parce que tu as oublié d'être en fait. Tu as oublié de prendre ta place là-dedans, de te dire est-ce que c'est OK pour moi, est-ce que ça a du sens, etc. Donc, c'est ce que tu dis, ouais, je suis d'accord avec ça. C'est une danse constante entre le fait de faire, d'être animé par ce qu'on fait, et donc de prendre plaisir à faire, mais aussi de se remettre en question en étant, en fait, et en se disant, bah, tiens, je fais, mais j'incarne ce que je fais parce que ça vient de mes tripes, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et donc d'être finalement juste plus à l'écoute de son ressenti. Mm. Ouais, pour moi, c'est un doux rêve, ça, en tant que structure, en tant que projet. Tous les participants dansent au diapason, et que tout le monde ait ce plaisir, et qu'en même temps, l'équipe, là, ils sont super forts, super bons, et en même temps, on a l'impression qu'il faut les chasser du travail le soir, parce que tellement ils sont bien, quoi. Tellement on prend plaisir à être ensemble et à faire ensemble. Est-ce que toi, tu as vu, Steve, ou peut-être tu as vu aussi avec ton background, des lieux, des projets, des boîtes qui t'ont fait rêver un peu comme ça, où tu dis, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé eux, c'est dingue. Vous avez vu ça, vous? Ouais, c'est déjà arrivé, effectivement. Alors, tu te poses toujours des questions, tu te dis, mais c'est toujours comme ça là-bas? Parce qu'ils sont peut-être dans un gros moment de créativité et ils vont avoir une redescente à un moment donné. Mais ouais, mais j'en ai pas vu beaucoup par contre. Ok. Et ça interroge et tu te dis, c'est vachement inspirant en fait, parce que quand tu le vis dans un endroit où t'as pas l'habitude d'être, tu dis, ah, j'ai envie de prendre tout ça et puis d'en ramener un petit peu chez moi. Et puis bah forcément après, je le ressens parfois dans mon salon quand je sors d'une visio où c'était génial, où tu dis waouh, et tu sens que ce shoot d'adrénaline, tu l'as pas en continu. Alors après, des fois, tu redescends parce que tu fais un truc pas glop. En fait, tu dis ça m'anime beaucoup moins. Et mais ouais, c'est génial de le ressentir chez les autres aussi parce que ça fait un effet miroir qui est top. À fond. Moi, de mon côté, j'ai pas non plus pléthore d'exemples. Si je me concentre sur une structure en disant que c'est lisse toute l'année, c'est comme ça. Par contre, d'avoir vécu des moments magiques dans différents lieux et entreprises, oui, associations, organisations, même institutions, dans des moments clés. Et je pense que c'est en lien avec le fait que la vie, en fait, nous amène naturellement à vivre, tu parlais de circularité, de cycle, et que dans toute entreprise, en fait, il y a des cycles où effectivement, il y a cette harmonie, il y a cette osmose, qui d'ailleurs peut se vivre même à l'échelle d'une journée. Ou même sur une émission. C'est-à-dire, il y a un moment où, et puis d'un coup, mince, il se passe quelque chose, et il y a le truc, et puis après, ça reprend. Et je pense que je pense que quelque part, c'est plus des moments que des structures. Alors après, moi, ça me vient me chatouiller dans des discussions en ce moment sur les questions autour de la RSE et spécifiquement de la qualité de vie au travail, / les conditions de vie au travail. Et donc la qualité de vie au travail aujourd'hui, dans bon nombre d'exemples, on va mettre des moyens matériels surtout en place. L'accès à des personnes qualifiées pour accompagner, un espace matériel où on va pouvoir jouer. J'ai vu récemment un bar dans un open space où les gens tirent leur bière, il y a un bière à côté, etc. Donc c'est des choses, mais il reste des problématiques de fond non pas dans la qualité de vie, mais dans les conditions. Donc, je vais te donner un exemple sur l'aménagement du temps, la possibilité pour les collaboratrices, collaborateurs de participer, de s'engager dans des causes qui leur tiennent à cœur. Ça, pour moi, c'est de l'ordre des conditions, plus que tiens, je vais mettre un flipper ou machin, ou je vais donner un peu plus de tickets resto ou un chèque voyage. Et donc, en fait, c'est dans la nature de même ce qu'on travaille, nous. C'est-à-dire, à partir du moment où on accueille les humains et on crée les conditions pour que l'humanité soit pleinement présente dans les projets, déjà, pour moi, on atteint un autre palier où cette harmonie peut se densifier quelque part dans le projet, dans le lien qu'il y a entre les humains qui le composent. Voilà ma réponse par rapport à ce sujet. Ouais. Je sais pas si ça résonne. Ouais, c'est clair, ça résonne bien. Et puis c'est vrai que quand tu parles de l'exemple du bar ou du baby-foot, voilà, c'est souvent matérialisé, mais tu t'accordes
pas souvent le droit de parler de tes émotions dans une entreprise. Ça, Mhm. c'est vraiment un exemple, effectivement, qui fait que on a certainement encore du travail. Je me rappelle que là, il y a, euh, il y a plusieurs mois maintenant, on a vécu une belle expérience avec l'équipe, avec un prestataire qui est à Strasbourg aussi, Singular, et où la personne qui a animé l'atelier, Laurence Colmer, nous disait bah tiens, euh, là, on va vous faire vivre une expérience en équipe, mais qu'est-ce que vous en attendez? Et puis, bah, en fait, on lui a vraiment laissé les clés pour qu'elle nous fasse vivre quelque chose. Mais on ne savait pas trop. La seule intention, c'était le lien. Voilà, nourrir le lien. Et en fait, c'était génial parce que en faisant ce travail-là et en lâchant prise tous les quatre, on s'est retrouvés à lui faire confiance et puis nous a fait vivre en fait cette expérience pour nous faire verbaliser ce qu'on vivait au quotidien. Et en fait, on savait qu'on s'aime bien, en fait. On savait que voilà, on partageait un petit peu les émotions de l'autre sans le dire. Et on connaissait aussi notre mode de fonctionnement qui est assez organique, mais on n'a jamais pris le temps de se mettre autour d'une table et de le verbaliser. Mhm. Et il y a une personne qui nous a permis de le verbaliser. Et en fait, tu as senti l'émotion venir chez les quatre, parce que tu disais, bah voilà ce que ça m'apporte, voilà comment je le vis, etc. Et c'était magique, en fait. Parce que avoir une fenêtre de tir comme ça pour parler de ses émotions, tu te dis, c'est vraiment un élément fondateur dans le lien que tu peux créer dans une équipe. Une bulle d'air, une bulle de Ouais, magie, de respiration. Hein. Et Vraiment. c'est un truc que du coup, que tu as aménagé, genre une fois par trimestre, on va au Mais, restaurant et on parle de nos émotions. Non, alors on fait toujours, quand on se voit par exemple, on fait des météos pour savoir comment ça va globalement. Ouais. Mais c'est vrai que je pense qu'on pourrait encore aller plus loin. Mais déjà de faire 2 moments comme ça dans l'année où tu vis une vraie parenthèse, un moment fort avec les autres, où tu as l'occasion en fait de partager de la vulnérabilité, c'est super et ça tisse vraiment les liens, quoi. C'est le côté du restaurant, c'est marrant parce que c'était un exemple vivant auprès d'une dirigeante qui me parlait de ça il y a 2 jours, qui a des difficultés dans les questions de turnover, d'engagement des collaborateurs, etc., dans son entreprise, et qui me partageait le fait, mais pourtant j'ai mis toutes les conditions, c'est-à-dire que chaque mois on va se retrouver au resto, on a un truc convivial, etc. Et je lui ai partagé que je sens et je pense que d'expérience que c'est pas suffisant, ces moments de convivialité, on va dire informels, mais que des groupes comme on les constitue dans les entreprises Smart Group, les Smart Group qu'on ouvre dans les entreprises, c'est des espaces ouverts où, de manière holistique, les personnes sont accueillies, c'est-à-dire les 3 centres, le cœur, le corps et l'esprit sont accueillis et pris en compte, et dans un champ, un espace qui est véritablement informé d'une qualité autre, c'est un autre niveau. Et alors du coup, je rebondissais sur cet exemple de restaurant, parce que c'est vraiment, enfin, c'était dans le vivant il y a 2 jours. Et donc on va faire l'expérience avec elle. Je lui ai dit, parce qu'il y a toujours cette notion aussi de risque dans l'immatériel, puisque c'est vraiment... Je peux pas garantir le moindre résultat de ces espaces quand je les ouvre dans une entreprise, et il y a toujours la fameuse question. Je pense que dans vos cas, vous êtes vraiment, il y a de la production finale claire, c'est-à-dire toi dans du contenu, toi dans du bilan concret, donc c'est visible, il y a quelque chose qui est palpable. De notre côté, vu qu'on travaille dans l'humain, soit en individuel, soit en collectif, c'est toujours plus compliqué d'expliquer à une personne ou de transmettre l'énergie de ce qui se vit dans ces moments, et de dire, bah, en fait, vous allez investir 6 000 € sur 1 an, avec une régularité de chaque mois, on va ouvrir ces espaces et on va se retrouver. Par contre, la magie va faire que les résultats seront ceux qui seront. Je peux rien garantir autre que de mettre toutes les conditions, les ingrédients et les moyens pour que la magie se passe. Après, c'est ce que tu disais dans cet événement d'une journée, hein. C'est qu'est-ce qui se passe à partir de l'intention du groupe qui est de créer du lien. Le résultat à 6 mois, 1 an, machin, on n'en sait rien. Et du Combien coup, ça vaut, quoi? Qu'est-ce que voilà. ça rapporte? Ouais. C'est ça. Et donc, en fait, pour expérimenter la magie, nous, ce qu'on s'est dit à travers Bernard, Arnaud, etc., la réflexion qu'on a eue, c'est offrons ce premier espace, ouvrons-le avec vos équipes. Vous, si vous le souhaitez, parce qu'il y a des fois des dirigeants qui ne souhaitent pas être présents parce que ça va aller teinter trop le groupe et qu'ils souhaitent faire de l'espace, justement. Et
en fonction de ce qui sort de ça et de l'engagement ou pas dans une certaine vision de ce groupe, eh bien, on ira enclencher un cycle sur 9 mois, 1 an d'accompagnement. Mais le côté, là, c'est vraiment immatériel. Hein. C'est toujours pareil, c'est comment amener un petit peu de matériel dans l'immatériel et comment amener un peu... Et donc littéralement, avant tu parlais puisque c'est une des notions qui naturellement est travaillée dans ces espaces-là, c'est le côté de l'engagement collaborateur. Et donc tu as mis un chiffre dans ce que tu disais aujourd'hui, entre 5 000 et 9 000 euros de coûts de recrutement pour une entreprise. Donc, du coup, je vais retenir ça pour une approche marketing matérielle. Combien ça vous coûte? Je te citerai. Combien de recrutements cette année? C'est ça. Je te citerai. Ah, c'est vrai en plus. Et je rebondis sur la discussion du restaurant qui marchait pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'en entreprise, pour avoir vécu ça aussi, on peut passer beaucoup de temps à discuter avec des gens en train de manger, dans le self ou quoi, et avoir aucune discussion qualitative. Que ah ouais, t'as vu le résultat de trucs, ah oui, si, l'actualité, machin, ah bah ils s'en foutent, ceux-là. Que des discussions de PMU, quoi, finalement. J'ai rien contre les PMU. Mais vous voyez, les trucs, les banalités. Les banalités, quoi, qui sortent facilement, la météo, le truc. Et c'est pas un problème, j'ai aucun souci avec des discussions un peu comme ça, mais le fait que ça passe jamais au-delà de ça. Et que ça passe jamais dans des temps un peu qualitatifs, peut-être de vulnérabilité, sans forcément que tout le monde raconte sa vie, quoi. Mais je parle pas de ça, je parle mais de se connecter. Et en fait, je crois que quand quelqu'un a livré une vulnérabilité, d'un seul coup, nous, notre niveau de compassion augmente aussi, et on arrive mieux à accueillir peut-être un truc où le gars, cette fragilité se manifestera. Et nous, d'un seul coup, on n'est plus à dire franchement, il exagère à être fragile comme ça. On dirait bah ouais. Ça connecte avec ce qu'il m'a confié l'autre fois et du coup je comprends. Donc moi je trouve l'enjeu, je suis d'accord en fait, mon restaurant c'était un mauvais exemple parce que le restaurant ça peut aussi générer que des discussions banales et rien et donc ma question c'est comment faire pour que nos temps informels en entreprise soient aussi des vrais temps de qualité, quoi. Ouais, c'est vrai que déjà... Tu parlais de Smart Group, autoriser les gens à le faire, c'est déjà une sacrée richesse. Parce que alors parfois, je pense que tu peux en témoigner plus facilement, mais des fois, tu peux créer l'autorisation, et puis, mais après, tu renvoies aux gens des peurs. Tu dis, ouh là là, attention, on est en train de me dire que je peux parler de mes émotions. Ouais. J'ai jamais fait ça, moi. Si je dis ça, on va me le ressortir à l'entretien individuel dans un an. Alors, des fois, il peut y avoir ça. Et donc... c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe au début, parce que tu as toujours ce temps où les gens sont un peu bridés et se disent mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Et après, tu sens... C'est ce qui s'était passé à cet atelier, c'était au début un petit peu comme ça, et puis après, petit à petit, ça se relâche, et après, la magie opère. Voilà. Mais rien que l'autorisation, au final, c'est un sacré cadeau que tu peux faire, quoi. Ouais. Et alors moi, je pense que c'est en fait en lien avec ce que disait Bernard sur l'intégration des opposés, c'est que mettre dans ces moments informels un peu plus de formel. Donc si c'est complètement informel, de mettre un peu plus de formel. Et la nature de ces espaces, c'est qu'en fait les échanges sont informels, mais le cadre est formel. C'est-à-dire qu'il y a un processus, il y a une structure. Et je pense que c'est vraiment le lien aussi avec la vidéo la capsule qu'on a visionnée. Et l'autre aspect, et là ça tient à ce que tu disais sur la posture du dirigeant qui autorise. En fait, on s'est rendu compte par l'expérience, encore une fois, qu'il est souvent intéressant d'accompagner d'abord la dirigeante ou le dirigeant, ou porteur de projet, peu importe comment on l'appelle, à créer l'espace intérieur qui permet d'autoriser pleinement ça et de ne pas projeter des peurs. Et donc, en fait, on s'est rendu compte, mais c'est vraiment au début, c'était pas le cas. C'est vraiment par l'expérience, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a souvent la notion de... On accompagne d'abord la personne qui porte le projet pour que, en fait, derrière, cette personne soit complètement ouverte à l'idée que ça existe pour les autres. Et donc, on revient à l'aspect vertical et après l'horizontal. Donc, c'est vraiment ouvrir d'abord soi intérieurement et ensuite partager avec les autres. Je crois qu'on arrive vers la fin de cette émission. Et du coup, j'ai une petite question de conclusion. Pour nous trois, je vais m'inclure aussi dedans. C'est un peu
Qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a cette célèbre question, qu'est-ce qu'on retient de ça? Mais du coup, je vais mettre au goût du jour de Abracadabra. C'est quel est l'effet Abracadabra du jour pour toi, Steve, pour toi, Cédric? Et je réfléchis en même temps à mon propre effet Abracadabra de cette émission ou de ce que je perçois dans ce. Voilà. Ouais. Commence qui veut, celui qui est prêt. Allez, Abracadabra, c'est un nom bien trouvé parce que je trouve que la magie a opéré. Et voilà, aussi bien dans la connexion, dans l'échange que dans ce que ça génère chez moi intérieurement, ça fait vraiment des beaux effets miroirs. Et puis c'est un bonheur de pouvoir parler de cette thématique, de la relier aussi au monde de l'entreprise. Là encore, on parlait comme Bernard l'a très bien dit, tout ce qui est dualité, opposé. On a encore trop tendance à opposer ces mondes-là. La matérialité représentée par l'entreprise et puis le côté sacré, l'intériorité. Et moi, j'en retiens qu'on ouvre une belle fenêtre, en fait, pour que ceux qui nous écoutent et pour que nous-mêmes, on s'autorise, en fait, à continuer à incarner ça et à le vivre au quotidien. Merci à toi, Steve, Merci à vous d'avoir deux. été avec nous et d'avoir partagé ouvertement toutes ces richesses et ces ressources, au final, pour nous-mêmes, nos projets et toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Moi, je suis heureux parce que j'ai mes sensations certifiées par le tampon d'expert comptable. Je pense à ce moment où on discutait des trucs qui coûtent dans l'entreprise, des choses qu'on n'évalue pas. Voilà, donc le fameux litige, toute l'énergie que ça va prendre, tout le temps que ça va prendre, mais aussi toute l'énergie mentale que ça va nous occuper, tout ça. Et qu'on a évoqué, que tu as largement confirmé dans ton approche, effectivement, et que c'est comme ça qu'il faut aborder la santé d'une entreprise de manière très, très globale finalement, et pas oublier d'évaluer des choses. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont pas... J'avais cette sensation-là et tu es venu le confirmer. Donc pour moi, c'était un moment un peu abracadabra d'une certaine manière. Et pour conclure là-dessus, puisque moi, je pense, gravite dans un certain univers avec effectivement création numérique, création de vidéos, tout ça. Donc il y a beaucoup de créatifs, il y a beaucoup de ce type de profil, on va dire, voilà, et de dire qu'il y a les mêmes combats et les mêmes sensations dans un cabinet d'expertise comptable et avec les mêmes optiques de créer quelque chose où on est bien ensemble et on est qualitatif, productif aussi ensemble. Voilà, je trouvais ça. Donc se rejoindre là où a priori sur le papier on n'avait pas à se rejoindre. Voilà, j'ai trouvé ça abracadabra. Merci à toi, Cédric, et merci mille fois à ton équipe, Nestor, pour les moyens qui sont déployés. C'est lui qui fait les abracadabras avec les caméras. Exactement. Ouais. Et merci pour toutes tes contributions et déjà hâte d'être au prochain épisode. Pour ma part, l'effet abracadabra, il y en a eu plusieurs. J'ai vraiment senti en fait le pouvoir créateur de la parole, qui est en fait le sens d'origine du terme abracadabra. J'ai déjà l'envie de voir en fait comment ces paroles qu'on vient d'avoir ensemble vont se diffuser déjà en nous, dans nos projets respectifs, et peut-être demain voir les retours aussi des personnes qui nous suivent et qui pourraient connecter avec ce qu'on s'est dit et de voir en fait comment ces paroles se matérialisent dans le monde. Mais je sens qu'il y a déjà des choses, typiquement, je repars avec cette idée que mon mental prend rapidement posture sur un concept, principe d'intégration des opposés. C'est par ta question, tu vois. Je me dis, ouais, en fait, est-ce que c'est véritablement opposé d'être slammer ou d'être expert comptable Et en moi, évidemment, il y a des différents moi dans moi. Et de me dire, en fait, tout le monde peut exister. Et donc, c'est pas forcément des opposés. On est peut-être un. Donc, c'est peut-être cette idée-là, en tout cas, dans la magie de un apprentissage est quelque chose auquel je m'attendais pas. Voilà, enfin, il n'y a rien auquel je m'attendais. mais en tout cas, ça a bien résonné pour moi. Et je pense que cette clé va pouvoir aussi se diffuser dans le projet que je porte, qui est Nous Tous Pro, Abracadabra aussi, mais de voir comment, en fait, en ayant conscience qu'en fait, c'est pas forcément un opposé d'avoir plusieurs moi en moi, et bien, comment ça va prendre forme dans
dans la manière dont je dirige le projet, où je l'accompagne et je l'incarne. Donc un grand merci à vous deux. Un grand merci à vous qui nous avez suivis jusqu'au bout. On reviendra le mois prochain avec une très belle invitée qui est une dirigeante associative. N'hésitez pas, pour ne rien rater, à nous suivre sur les réseaux, à nous dire en commentaire ce que vous en avez ressenti, comment vous souhaiteriez teinter aussi, vous, de vos couleurs, ce projet acadabresque. Et on aura grand plaisir à vous retrouver. N'hésitez pas aussi à regarder la description où vous retrouverez les informations de contact de Steve Anville, de Cédric Kessler, de Nous Tous Pro, pour nous retrouver en réel, en Alsace, à Strasbourg ou peut-être même ailleurs si vous nous y invitez. Merci encore et à très bientôt.